Théophile Gautier, Fortunio. Le jeu avec les références culturelles dans Fortunio. Fortunio est un roman de Théophile Gautier, paru d'abord sous le nom L'Eldorado, en feuilleton dans le journal Le Figaro du 28 mai au 14 juillet 1837, puis en livre sous le nom de Fortunio en 1838. Il a été réédité à de nombreuses reprises depuis. Dès la préface, il est dit « Il faut que la main court sur le papier comme le wagon sur le railway. Pour acquérir un nom maintenant, il faut travailler vite, beaucoup et sans relâche. » Fortunio, qui chante les bonheurs terrestres de la beauté, de la richesse et de l'amour charnel, exprimerait selon Gautier son romantisme premier, avant que le journalisme et le ralliement au Second Empire n'étouffent sa pensée véritable. Dès sa publication, la critique a identifié dans Fortunio bien des traits décadents: oisiveté, dilettantisme, barbarie, raffinement du rare et de l'artifice, réveillant les sens blasés, haine du bourgeois, marginalisation délibérée, naufrage narcissique identifié par Jan Kelevitch, qui rappelle l'importance du moi dans le processus décadent, dissolution de l'ennui dans la tyrannie, pratique immodérée du paradoxe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce sujet, qui est le suivant: le jeu avec les références culturelles dans Fortunio. Pour ce faire, j'ai élaboré ce plan afin d'avoir une vision plus large de la matière. Tout d'abord, nous partirons sur les ambitions littéraires de Théophile Gautier, à quoi il faut prêter attention quand nous lisons ses ouvrages. Et l'esthétisme a une place importante à travers ses œuvres littéraires, notamment dans Fortunio, mais aussi dans Partie carrée, Spirit, Mademoiselle de Maupin, La Toison d'or et bien d'autres. Dans un premier temps, nous aborderons les références culturelles qui se perçoivent de manière explicite dans Fortunio. Nous allons en faire une certaine classification afin de les distinguer et voir leurs effets dans le récit. Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur le jeu avec celles-ci, c'est-à-dire comment elles sont manipulées par le narrateur pour transmettre une idée, non pas de manière écrite, mais de façon implicite. Par conséquent, nous, lecteurs, devrons faire appel à notre représentation visuelle et mentale afin de saisir les concepts cachés de l'auteur. Et dans cette seconde partie, je vous présenterai également deux types de descriptions, picturale et sensorielle, qui exposent l'idéal féminin et l'Orient. Nous le savons déjà, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, Gautier fait l'éloge de la beauté qui doit rester en dehors de toute visée utile. L'art n'a d'autre but que lui-même. Dans la première citation, la beauté est un but à rechercher. Dans la préface de Fortunio, la beauté est accompagnée de la richesse et du bonheur présentés à travers l'or, le marbre et la pourpre, des termes qui apparaissent à travers la peinture et la sculpture. Si on peut parfois admettre que Gautier a des visées réalistes, il ne faudrait pas entendre ce terme comme on le verrait chez Balzac. Balzac se comporte comme un sociologue dans la comédie humaine. Il va décortiquer les structures sociales, présenter des personnages qui paraissent vraisemblables. Alors que dans Fortunio, Gautier va créer des personnages dont les attributs physiques sont fortement influencés par les domaines artistiques. Gautier va peindre ces personnages et réinterpréter sa vision du monde. Il était aussi l'élève du peintre romantique français Louis-Édouard Rioux. Ma problématique se présente de la manière suivante. De quelle manière se présentent les références culturelles et à quoi servent-elles? C'est une problématique intéressante car Fortunio dispose d'une bonne centaine de références culturelles en termes historiques, mythologiques, artistiques, littéraires, religieuses, ainsi que viatiques. J'ai décidé de mettre ces trois images, ces trois peintures, car la première m'évoque la beauté décrite et peinte durant la Renaissance, qu'on retrouve dans Fortunio. La deuxième, la manière dont certains personnages se positionnent et la façon dont le narrateur nous restitue son milieu. Enfin, la troisième me fait penser à l'Eldorado, avec ses couleurs chaudes, ses femmes et ses richesses. Tout d'abord, l'histoire et la mythologie gréco-romaine sont présentées de manière explicite. On va comparer les figures impériales avec les personnages pour amplifier leur force, leur charisme. Il en est de même avec les divinités pour les distinguer des strates sociales, pour les magnifier ou valoriser leurs fonctions. On va comparer les faits héroïques avec le quotidien des personnages ou décrire des lieux privilégiés avec le mont Olympe. Mercure valorise la fonction de serviteur. Même les objets les plus anodins sont légendaires.
On a également une référence implicite à Néron, qui aurait incendié Rome par folie. On va également exagérer les actions ridicules. Le cœur d'une femme est aussi hasardeux ou aventureux que le labyrinthe de Dédale. Nous sommes dans tous les cas immergés à travers le passé et les mythes légendaires. Puis, les références littéraires peuvent être abordées sous plusieurs genres et formes. Nous avons le roman, la poésie, le théâtre, à travers un panorama littéraire très large, avec les œuvres classiques, merveilleux, les récits libertins, les contes philosophiques ou les écrits romantiques. Nous avons des repas riches et voluptueux que Fortunio présente à Musidora. Gargantua est un bon vivant. Gamache est un personnage riche, et leurs attributs seront associés à Fortunio. Nous avons également des capacités merveilleuses. Fortunio, comme l'Eldorado, sont physiquement peu présents. Georges, qui ressemble à Roméo, et Musidora à Juliette, on va transposer leurs identités chez d'autres personnages. En quatrième point, il se hâte toujours vers l'événement. Et en cinquième citation, une référence contemporaine de Gautier lorsqu'il cite Victor Hugo en fin de livre. Cela permet de revoir ou de développer un réseau littéraire. Ensuite, nous pouvons distinguer deux formes artistiques, la peinture et la sculpture, qui nous renvoient à l'Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance, jusqu'au XIXe siècle. Nous pouvons avoir l'impression de voir les tableaux français, italiens et hollandais, avec un vocabulaire riche. Tout un vocabulaire se développe avec les outils des artistes, avec la palette de couleurs, avec les termes pour décrire un chef-d'œuvre. Gautier était aussi un critique d'art à l'époque. Fortunio, par sa pose majestueuse, évoque les beautés artistiques de l'Antiquité. Le personnage devient lui-même artiste, il manie les outils des sculpteurs. Deuxième citation, je cite, Fortunio est parvenu à rayer la dure cuirasse de Musidora et à dessiner son image sur ce métal insensible aux morsures de l'eau forte et du burin. En troisième point, la beauté se présente uniquement à travers les arts, elle reste figée, sinon elle meurt. Et en quatrième point, Musidora prend la pose. Autrement dit, une image vaut 1000 mots. Il faut donner des points de repère au lecteur. C'est l'écrivain qui évoquera une impression, car il est parfois difficile, voire impossible, de restituer l'entièreté de sa pensée sous forme écrite. Nous avons aussi les dimensions du christianisme, qui se remarquent par leurs nombreux usages ou expressions. Les mots diable, Dieu, démon, ange sont à la fois utilisés pour les injures, mais aussi pour qualifier de manière divine ou maléfique les personnages. Dans le premier exemple, Georges fait allusion à l'enfer, un lieu dans lequel Musidora pourrait s'épanouir, certainement à cause de ses mœurs légères. Fortunio s'érige en tant que créateur, il a un pouvoir sur autrui, sur les mortels. Madeleine, c'est une Madeleine moderne pour Musidora, ainsi que pour ses mœurs. En quatrième point, Musidora, Cinti, Arabelle et Phébé sont mi-ange, mi-démon. Ici, la double passion de Fortunio est mise en avant. Nous avons un mélange entre le christianisme et le paganisme. Nous avons deux types de beauté. La Vierge, qui évoque la passion du Christ, avec le chardonnay, la couronne en épines, ainsi que la Vierge, qui, elle, est bienveillante, car elle arrête sa lecture, cet amour maternel. Nous avons ici une beauté spirituelle, qui est mise en avant, sur le côté gauche. À droite, nous avons Flora, de Titien. Flora, qui est une divinité romaine, et elle représente la fertilité, au sens large. On parle ici de floraison. Nous avons donc l'évocation du plaisir par les couleurs chaudes et représente une beauté charnelle. Mettre en avant la double passion avec Musidora, nous avons une beauté corrompue, malheureusement,
et de Suja Sari, une beauté pure, que nous verrons plus loin. Enfin, les références orientales sont quasi omniprésentes. Elles se perçoivent grâce à ces objets magiques. Le portefeuille, par les sensations, par ses dieux utopiques, Eldorado, et son cadre exotique. Le portefeuille, ou dimension magique, si on se réfère aux contes arabes. L'entrée dans l'Eldorado est symbolique. Fortunio quitte ses habits européens et reprend ses vêtements orientaux. Troisième point, seule l'élite intellectuelle peut déchiffrer les langues orientales, s'ils arrivent pour autant à le faire. Et en quatrième point, l'Orient présenté en opposition avec l'Occident, où les habitudes et coutumes sont fort différentes. En somme, nous avons affaire à un langage culturel très diversifié, qui nous pousse à puiser dans nos connaissances personnelles. Si nous n'avons pas ces acquis intellectuels, nous sommes soit bloqués au niveau de la compréhension du récit, ou alors nous allons fournir un effort pour saisir leur sens. Il faut aussi comprendre à qui se destinait l'ouvrage, en l'occurrence en majeure partie aux érudites du XIXe siècle. Le jeu avec les références culturelles. Dans cette partie, nous allons observer comment l'allusion plastique va donner une profondeur à l'écrit, parce qu'un portrait littéraire nous informe de manière agencée des caractéristiques des personnages, grâce à la lecture, alors que le portrait artistique nous renseigne directement au simple regard. Le peintre français, Delacroix, dirait que le verbal est successif et le visuel simultané. Par conséquent, nous aborderons l'idéal féminin à travers la description picturale. J'ai repris plusieurs définitions de Nathalie David-Weill dans Le Rêve de Pierre, la quête de la femme chez Théophile Gautier, que je cite maintenant. Théophile Gautier aimerait pouvoir fixer la beauté qui dépérit avec le temps, dans une œuvre solide et impérissable. L'ambition de Gautier est de faire une œuvre visuelle. D'écrire équivaudrait donc à peindre, et raconter à indiquer. Mais nous pourrions aussi ajouter des termes des frères Goncourt, qui la décrivent comme de la peinture écrite, une expression picturale, ou une écriture artistique, où l'écriture doit se rapprocher de l'art plastique. Martine Lavaux qualifie Gautier de penseur d'images. Un exemple parmi tant d'autres, où l'image apporte une signification supplémentaire dans le récit. Ici, on pourrait s'imprégner de l'atmosphère du souper avec les convives à table et les serviteurs autour d'eux. Un autre exemple pour représenter l'institut grâce au tableau du peintre français qui crée une situation comique entre la turbulence générale du souper et Cinti qui montrerait un visage serein. Dans Fortunio, Gautier a la volonté de peindre la femme idéale. Il va la poser dans un décor somptueux. Il la construit et décrit toutes ses qualités physiques, de la tête aux pieds. Il nous la peint pour qu'on puisse admirer son éclat. Et comme si cela ne suffisait pas, il établit des règles pour déterminer les proportions idéales et range la femme aux côtés des Vénus et beautés fatales de l'histoire, comme dirait Ana Clara Santos dans l'art et création chez Théophile Gautier. Il est dit ici: les femmes, d'après ses observations, sont un peu comme les monuments, lisibles selon le niveau social, la couleur, la fonction, l'élégance. 4 femmes sont citées dans différents passages: Musidora, Phébé, Cinti et Arabelle.
On peut également se concentrer sur ces personnages à travers trois aspects fondamentaux. Premièrement, en termes de focalisation, interne, externe ou omnipotente, au niveau des formes, couleurs, matières et le vocabulaire employé, ainsi que la syntaxe et les différentes formulations, les expressions. Et en troisième point, les différents symboles qui sont évoqués. Nous pourrons nous interroger sur une lecture conséquente par rapport au décor, premièrement. Pour Musidora, d'un point de vue spatial, est la droite de Georges, à côté de la chaise vide de Fortunio. La belle enfant est là, on pourrait la toucher, avec son bras qui est étendu sur la table. Elle est dans une bonne position pour que le narrateur puisse la décrire. Le chemin du regard du narrateur. Il évoque souvent les yeux, les cheveux, la peau et les épaules, le front, la poitrine et les bras nus, son visage, la chair, le corps à travers cet ovale de cheveux et d'yeux. Il évoque également la petite bouche, son regard, ses sourcils et son bras pendant. Nous avons également un narrateur artiste. Nous avons les descriptions longues sur ses vêtements, ses différentes parties du corps, les énumérations, les répétitions, à observer plus attentivement. Pour les formes, on parle de moelleux contours qui font référence aux rondeurs perçues de manière positive. À voir avec les formes qui, elles, évoquent peut-être aussi celle de Vénus, de la Renaissance. La bouche à demi ouverte, on parle d'ovalité. En termes de couleurs, il y a les yeux verts qui sont évoqués, à la fois clairs mais qui font le lien avec deux serpents d'émeraude, cités un peu plus loin, et à sa robe d'un vert très pâle. Cela confirme qu'elle a des traits diaboliques, quoique, et cela nous évoque le serpent de la Genèse, qui entraîne la chute d'Adam et d'Ève. On parle de péché originel. Ses cheveux sont blonds et pâles, tout comme son corps et son visage. On parle de pâleur divine. Là encore, cela nous fait penser à la Vénus, dont les attributs physiques coïncident avec la beauté de la Renaissance. Musidora est une beauté qui rayonne. On parle des yeux en diamant. On évoque la statue de la pudeur. Elle a des veines d'or, composées d'un marbre antique. On parle même de vignette animée, de forme décorative, qui prend vie. Elle donne vie aux choses inertes. La mettre sur un piédestal, c'est matérialiser la beauté. Une beauté divine, mais corrompue. On emploie même l'oxymore, doucereusement cruel. On voit aussi une certaine ambivalence. Pour ce qui est de la description picturale de Sujasari, le narrateur rencontre des problèmes, car aucun artiste n'a pu matérialiser sa beauté. Nous avons les mêmes méthodes utilisées pour restituer l'idéal féminin, c'est-à-dire qu'on évoque toutes les parties de son corps et les désirs éprouvés. Mais il y a bien un contraste qui se fait avec Musidora. Tout d'abord, Sujasari a la peau mate, les cheveux noirs, les yeux noirs. Son nez est fin et mince. Ses pieds et mains sont petits. En résumé, il y a une opposition en termes de couleur. Le blanc face au noir. En termes de forme, courbe par rapport à la largeur des hanches. Et en termes de référence culturelle, occidentale, orientale. On parle de camélia aussi. En termes de pureté aussi, une courtisane et un corps virginal. Nous pouvons uniquement penser ou sentir Sujasari à travers les éléments de l'Orient avec la feuille de camélia, avec son regard qui nous transforme par rapport à sa provenance. Il est cité à la page 201. Il est à regretter qu'aucun de nos peintres n'ait vu Sujasari, car c'était bien la plus mignonne et la plus ravissante créature que l'on puisse imaginer, et les mots, si bien arrangés qu'ils soient, ne donnent toujours qu'une idée imparfaite de la beauté de la femme. En somme,
Fortunio présente la femme comme une œuvre d'art, qui mérite notre attention, qui doit être décrite, analysée et classifiée, si nous prenons en compte ces quelques lignes concernant les goûts du personnage principal. Enfin, dans un dernier temps, l'Orient est présenté à travers les sens. Par conséquent, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. La description sensorielle par ces nombreux stimulus nous immerge dans une ivresse totale. Si nous regardons les différentes citations, l'Orient c'est l'inconnu, c'est le monde fabuleux, l'exotique et intemporel. Et dans la préface, on nous dirige vers cette quête qui est la suivante. Et d'ailleurs, tout le monde dans cette vie n'est-il pas à la poursuite d'un Eldorado introuvable? Un Eldorado qui est une antithèse parfaite avec le monde parisien. Si l'Eldorado de Gautier ressemble à l'Eldorado de Voltaire par ses dimensions merveilleuses, elle se distingue notamment par ceux qui la conduisent. Dans Candide, nous avons un sage qui applique la tolérance, alors que dans Fortunio, le personnage s'impose en tant que despote. En somme, Fortunio rejoint le récit excentrique par ses nombreuses digressions qui divertissent le lecteur, voire lui enseignent des éléments culturels. Ces références culturelles deviennent un langage culturel. Fortunio, c'est aussi une sorte de musée dans un livre. Les métalepses nous font croire que nous pouvons intervenir dans le récit ou que les personnages se matérialisent sous nos yeux. Si l'écrivain souhaite représenter l'idéal féminin à travers un portrait, il doit faire attention à la manière dont il va agencer les informations.